Ce cours sur la communication en images est une synthèse, est une base que vous pourrez et que vous devrez développer dans l'ensemble des documents et l'ensemble des supports qui vous sont proposés par ailleurs. Mais à la fin du séminaire, il faut maîtriser ces quelques bases. C'est entre guillemets votre fonds de commerce en tant que concepteur et en tant qu'enseignant. Il faut au moins maîtriser ces aspects-là. La communication en images se base sur trois approches. La sémiologie, l'étude des signes, la science des signes, la rhétorique, qui est un processus qui nous vient de la Grèce, peut-être même avant, mais en tout cas qui fut formalisé par les Grecs, et qui est finalement l'art de convaincre, par des procédés à la fois stylistiques et argumentatifs. Et enfin, la communication qui est extrêmement liée à la culture, on le verra également. Alors, ces trois champs, sémiologie, rhétorique et communication, ont des apôtres, ou en tout cas des personnes qui les ont travaillés et fait connaître. Il s'agit pour la communication d'Abraham Moll, un psychosociologue qui a fait beaucoup de travaux sur la communication. C'est un des pionniers de ces questions dans les années 40 et 50, à la fois en France et en Allemagne, et qui, même s'il n'a pas autant produit qu'on aurait pu l'espérer, a fortement influencé et ouvert des voies de ce qui deviendra par la suite les sciences de l'information et de la communication. Olivier Reboul, éminent philosophe de l'éducation, un spécialiste d'Alain, mais qui était également un spécialiste de la rhétorique, et notamment de la rhétorique, celle de Quintilien. Et enfin, Michel Tardy, qui est le sémiologue de l'éducation, qui lui aussi n'a peut-être pas aussi produit qu'on aurait pu le souhaiter pour en garder des traces et en faire son miel, mais c'est lui qui a utilisé les principes de la sémiologie fortement, en tout cas en France, organisant le champ autour de Crémas et Cortès, en les appliquant à l'éducation, voire même à la pédagogie. Donc ces trois fers de lance, ces trois champs, déterminent un peu ce qu'il faut maîtriser, ce qu'il faut comprendre de la communication en image. Pourquoi l'image a-t-elle une forte charge signifiante? Alors, c'est en partie dû, mais en partie fondamentale, à deux choses. D'abord, la communication en image, elle a un rôle de connexion au monde. Alors évidemment, quand on ne voit pas, c'est différent, mais c'est quand même quelque chose qui est fort pour tous les humains, c'est le rapport que nous avons à la visualisation des choses et à la visualisation de nos environnements qui nous structurent. La communication en image utilise l'image parce que l'image, c'est notre premier rapport. C'est le premier rapport qui fait le lien entre nous et le reste, l'extérieur de nous-mêmes. Et puis, l'image a une forte charge signifiante, également parce que c'est un système interprétatif de la culture. Les images sont fortement structurées par les cultures, même si nous sommes dans des cultures mondialisées. Je dis des cultures mondialisées, pas une, il y a plusieurs inférences et plusieurs foyers culturels qui irriguent et interpénètrent les systèmes de compréhension et de signification du monde. Et c'est par l'image que ces choses-là passent. Pourquoi? Parce que les dimensions linguistiques nécessitent de maîtriser les syntagmes et les paradigmes, tandis que l'image a un aspect presque directement accessible. Presque. Parce qu'il est fortement organisé et structuré par la culture, on le verra. Lorsque l'on s'intéresse à l'image, il faut avoir quelques bases sur comment cette image se fabrique. Finalement, comment on la prend en considération dans notre esprit, par notre cerveau. Il y a plusieurs approches, mais moi je vous propose d'en garder une, ce qu'on appelle
qui s'inspire très fortement de ce qu'on appelle la Gestalt théorie, la théorie de la forme, avec quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui s'appelait Yarbus. Alors vous voyez là une de ses orthographes, mais il y en a d'autres, qui a beaucoup étudié donc au XXe siècle la façon dont les humains regardaient les images. Et il a utilisé pour ça des ancêtres de ce qu'on utilise maintenant, ce qu'on appelle les oculomètres, qui permet de suivre vous voyez, le cheminement de l'œil et les durées pendant lesquelles on se fixe sur une image. Et là, vous voyez par exemple sur cette image que ce qui a été capté, c'est à la fois un circuit et puis des points d'appui. Il s'est rendu compte que tous les humains, évidemment, avaient des bases communes, en tout cas avaient des approches communes, mais qu'il pouvait y avoir des différences un peu significatives, en tout cas, ou parfois fortes, en fonction de plein de critères. Bon, je ne vais pas vous développer cet aspect-là de la Gestalt théorie, vous pourrez l'approfondir si vous le souhaitez, mais il faut donc savoir que notre cerveau est structuré pour une part, on va dire génétiquement, ontologiquement, notre cerveau va chercher des points d'appui et pour pouvoir comprendre l'image, et culturellement dans la façon dont les images s'organisent. Je vous invite, et là je vais faire apparaître ici, voilà, c'est fait, l'image du site qu'il faut aller voir absolument. On ne peut pas être enseignant sans avoir un minimum de base sur ce qu'est le cerveau, comment fonctionne un cerveau. Et là, je vous invite à aller consulter le site d'un vulgarisateur de talent qui fait héberger son site à l'université de McGill au Canada, à Montréal, et qui s'appelle Le Cerveau. Tout court. Vous avez ce lien. Je vous encourage vraiment à aller travailler là-dessus. Ça vaut le coup de passer une heure hein, pour avoir quelques bases. Bon, vous n'allez pas devenir des neuropsychologues émérites, mais il faut comprendre et savoir que nous percevons les influx visuels, comme les autres, hein, sonores, olfactifs ou autres, par un système neurologique, et que celui-ci est intégré, articulé à notre cerveau, et que on ne peut pas faire autrement que de faire avec. Et c'est pour ça qu'on appelle ce dispositif un complexe optico-neurologico-cognitif. Ça fait vraiment jargon. Et ça fait un peu compliqué, mais en gros, on comprend bien ce que ça veut dire. Hein. On perçoit avec nos yeux. Bon, donc, dans nos yeux, il y a des choses qui sont perçues. Et puis, ce qui est perçu est transformé en un flux nerveux qui va activer des aires de notre cerveau. Et en gros, qui vont être traités de deux façons différentes. Hein. Vous avez là le schéma. Vous avez, pour une part, donc, il y a ce qu'on appelle la voie dorsale et la voie ventrale. Hein. La voie ventrale, c'est ce qui va passer au sens. Donc, ces influx vont traverser le cerveau pour venir être travaillés de manière bon, alors à la fois sur les côtés et au centre. Hein. Bon, je ne vais pas trop m'approfondir là-dessus, mais en gros, vous avez ce qu'on appelle la voie dorsale, c'est celle qui est la voie qui guide l'inconscient. Donc pour l'image, c'est pareil, hein. Vous avez des processus de compréhension qui vont attraper la façon dont votre culture a structuré la compréhension de ce qui vous entoure. Et puis la voie ventrale qui est celle de l'identification rapide, d'association extrêmement forte. Hein. Et donc on a l'habitude de distinguer, mais c'est un peu trop formel de le dire comme ça, mais on peut garder l'idée quand même que la voie dorsale, c'est plutôt une voie qui se fait inconsciemment, mais bon, on veut dire sans maîtrise ou sans capacité à la mettre en évidence, alors que la voie ventrale est plus une dimension consciente, c'est-à-dire que il y a plus un effort de structuration à mettre en œuvre. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez cette image, vous êtes en train d'essayer de chercher des points d'appui de ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un dinosaure? Peut-être, non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que c'est une tasse de café, une pipe, une fenêtre, une voiture de course, un baobab? Vous voyez que assez vite, en fait, hein, votre inconscient va reconnaître
des formes, et petit à petit, il va prendre un sens, et il va figer ce sens. C'est le défunt président de la République française, Jacques Chirac, qui est là, qui est présenté. Alors bon, vous en avez peut-être la connaissance ou pas. J'ai fait exprès de prendre quelqu'un, bon, il y a une vingtaine d'années, on va dire, pour laisser passer un peu le temps. Cette image, vous identifiez ce qu'on appelle ça en dénotation, c'est-à-dire en sens littéral immédiat, de qui il s'agit et son environnement. Visiblement, il n'est pas à la plage, il ne se fait pas bronzer, il est dans une conformation officielle, hein, un costume sombre, il paraît sombre mais aimable, etc. Et derrière, en arrière-plan, vous le voyez là, il y a un château, bon, c'est vraisemblablement l'Élysée. Vous voyez, votre cerveau va prendre des points d'appui, et finalement, si j'en rajoute une autre, il va construire des rapports aux autres. Vous voyez, entre l'un et l'autre, eh bien, vous voyez bien que le fait qu'on apporte un élément permet de construire une relation, une précision supplémentaire. Et votre cerveau va donc avoir des aspects de compréhension presque immédiate, presque automatique, ce que j'ai appelé tout à l'heure inconsciente, et puis d'autres construites. Et c'est évidemment pas l'un et après l'autre, hein, c'est l'un et l'autre dans une négociation que votre cerveau gère par lui-même. Et c'est ce qu'on apprend à faire très, très jeune à l'école. Et c'est ce qu'on apprend à faire évidemment dès qu'on vient au monde. On nous apprend à comprendre par nous-mêmes et à construire le sens en regard des sollicitations qu'on a. L'image a également une place historique et sociale extrêmement forte. Déjà par les religions, hein, vous le savez, tu ne feras point d'image taillée. Platon lui-même, hein, alors dans un autre registre que celui de la religion, condamnait les images qu'il considérait comme déjà pervertissant, entre guillemets, la, par la facilité qu'elles offrent de comprendre ou de susciter des émotions ou des compréhensions. Et ce, tout au long du temps, il y a eu ce courant de l'image dont on se méfie parce qu'elle porte des sens, elle a une puissance extrêmement forte. Et donc, elle est extrêmement datée, elle a une place et un rôle dans la société et dans l'histoire qui est extrêmement forte. Et jusque pendant le Moyen-Âge, hein, le haut Moyen-Âge, des iconoclastes qui discutaient des signes et symboles, ces questions sont revenues souvent dans l'histoire de l'humanité. Alors bon, je ne connais pas toutes les histoires de l'humanité, mais en tout cas dans l'histoire de l'humanité occidentale, ces questions-là ont toujours été très prégnantes et présentes. La place des images, la place de l'image comme puissance de signification. Les Américains ont beaucoup travaillé sur la relation entre culture et communication. Alors, on ne peut pas dire que les Européens n'ont pas fait, notamment Abraham Moll, que j'évoquais tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur ces questions. Hein. Du point de vue européen, on peut dire que c'est quand même un peu lui qui a fondé cette approche entre culture et communication en essayant de voir, y compris du point de vue de l'architecture, de la publicité, comment il y avait un lien entre les cultures et la communication, notamment dans l'ère européenne. Mais les Américains ont essayé, à partir des années 50, à partir d'un courant qu'on a appelé la nouvelle communication, de travailler sur ce lien entre culture et communication. La dimension de relation entre la culture et la communication a été posée notamment par Hall et Traeger. Hall était un anthropologue de la communication, c'est comme ça qu'il se dénommait, et Traeger était un linguiste avec lequel il a travaillé, un linguiste structuraliste. On retravaillera, on reverra cette approche, en tout cas l'inspiration que Traeger a donnée à Hall pour décomposer et comprendre les cultures, la culture. Je dis les cultures parfois parce qu'il y en a une diversité, et la culture pour désigner le champ. Concernant les bases, on va dire, des cultures, en tout cas
oui, des cultures, enfin, ce qui permet aux cultures de se structurer, Hall a proposé de travailler sur 10 systèmes de communication primaire, qu'on va voir tout à l'heure, on abordera tout à l'heure, qui, lorsqu'on les entrecroise les uns avec les autres, structurent finalement à la fois la façon dont la culture va se conforter et se conformer à des modes de fonctionnement, et puis communiquer en rapport avec cela, parce que chacun de ces systèmes de communication primaire, finalement, organise un fonctionnement de la société considérée. Donc, il y a une dimension de culture fonctionnelle extrêmement forte à la communication, en lien avec la communication. Et puis, il y a aussi des dimensions, on va dire, ontologiques liées à l'homme, c'est-à-dire que l'homme a besoin, les humains, les sociétés humaines ont besoin de valeurs. Et ça, c'était un peu le champ de Hannah Arendt qui a montré en fait que depuis Rome, hein, depuis la tradition romaine, la trinité romaine était un peu ce qui permettait de comprendre comment les sociétés s'organisaient autour de la tradition, l'autorité et la famille, hein, qui sont donc la trinité romaine, mais qui sont extrêmement observables dans quasiment toutes les cultures. C'est-à-dire que le noyau familial articulé enfin, le noyau familial et la conception de la famille, la conception, l'articulation avec la tradition qui fige les modèles et l'autorité qui impose qu'on ne revienne pas, qu'on ne mette pas en cause ces questions, soit extrêmement fortes. Tout à l'heure, je vous avais mis une image, je vous la remets maintenant, où c'est une photo de Bettina Reims, où on a un Christ féminin qui est proposé donc par la photographe Bettina Reims et qui à l'époque avait fait scandale. Mais bon, des scandales de ce type, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Parce que dès lors qu'on change la dimension, quelque chose qui est en lien avec la dimension traditionnelle, et dans la tradition il y a les dimensions religieuses, il y a des secousses extrêmement fortes et dans lesquelles l'autorité est très vite mobilisée pour interdire, imposer une autre approche, etc. Donc les cultures utilisent des procédés de communication pour fonctionner, mais elles utilisent aussi ces process pour se réguler et asseoir un mode de fonctionnement. Alors vous allez me dire que là, je suis bien loin des images. Eh bien non, parce que en fait, tout cela, ça s'investit dans le pouvoir des images. On peut le comprendre en fait en considérant un système schématique qui fait que les cultures sont structurantes à la fois comme des schémas enculturants, c'est-à-dire des manières et des modes de fonctionnement qui font endosser la culture des individus. Hein, oui, c'est-à-dire que, par exemple, le matin, on va prendre un café dans un bistrot ou dans un salon de thé ou autre. Hein, c'est une pratique qui va ensuite devenir une structure. Et ces schémas enculturants, tous ceux qui participent de cette culture vont les endosser, et ils vont les endosser de manière à ce qu'ils soient, entre guillemets, naturels. Ils n'ont rien de naturel, hein, mais ils sont tellement intégrés dans la manière de fonctionner d'une société qu'ils en font partie, ils portent cette culture. Et donc ils sont culturants dans la mesure où on rentre dedans, et ils sont culturants dans la mesure où ils nous structurent. Des schémas communicants, c'est à peu près la même chose dans le sens où par la façon dont la culture va essayer de nous faire comprendre les uns les autres, ces schémas, ces organisations, ces relations de communication vont se structurer et s'équilibrer les unes les autres. Je vais vous donner un exemple. Les modes de discussion ou d'interaction verbale que peuvent avoir un enseignant et un élève seront différentes en fonction des pays. Plus vous montez dans les pays du nord de l'Europe, plus cette interaction est non pas libre, mais plus ouverte, plus forte. Et on peut le remarquer rien qu'en comptant le nombre de mots
que les uns et les autres disent. Et plus on se déplace vers le sud, moins les élèves ont la parole, ou ils ont une parole qui a une place particulière. Et l'enseignant a une place particulière, évidemment, mais avec une surdétermination des uns par rapport aux autres. Et ces schémas communicants sont extrêmement liés, eux aussi, à la culture. Et des schémas signifiants, c'est-à-dire qu'il y a des process, il y a des choses qu'on va faire pour dire des choses. Le plus évident, par exemple, c'est quand on fait une manifestation, eh bien, il y a un schéma qui fait que quand on veut dire, quand on veut montrer qu'il y a une force, un poids important qui veut exprimer quelque chose, eh bien, on va faire une démonstration, une manifestation sur la rue. Alors, à l'époque, à l'ère des réseaux sociaux et des technologies, évidemment, ces choses évoluent. Elles viennent se superposer, s'intercroiser avec les cultures. Il ne faut pas disparaître complètement les cultures dans lesquelles on a un rapport au réel et aux choses de manière directe, mais elles s'interpénètrent les unes aux autres. Hein. Tous les mouvements de protestation, qui sont à la fois des mouvements, on va dire, en présence, et les mouvements sur les réseaux sociaux de manière numérique, sont devenus très interpénétrés. Ça ne change pas, ça change un peu la nature des schémas classiques, mais les uns se superposent aux autres. Donc, les cultures utilisent ces schémas à la fois pour enculturer, donc pour faire adhérer les personnes à une culture, lui donner les clés essentiellement, mais aussi pour lui dire voilà comment il faut faire, pour lui communiquer les choses, hein, pour passer les informations nécessaires au fonctionnement de l'individu dans la société, et également pour exprimer des choses, des principes, voire même des valeurs, en fonction des sociétés et des moments. Alors tout ça, pour revenir à notre cœur de sujet, qui est la sémiologie. Qu'est-ce que c'est la sémiologie? C'est donc la science des signes, l'étude des signes. Elle a une origine linguistique très clairement, et c'est une inspiration de Ferdinand de Saussure, donc là on est au 19e siècle, qui pose que la langue est une structure, encore une fois. Vous voyez, on retrouve là une dimension structuraliste. La sémiologie, en gros, hein, pour le ramener à un noyau de ce que ça peut être, eh bien, c'est l'étude des signes, et le signe, c'est la combinatoire entre une idée et l'expression par un processus qui s'appelle la sémiosis. Vous voyez là ces trois petites icônes qui veulent dire en gros la même chose, mais qui sont formées par ce qu'on appelle une forme de l'expression qui est différente, alors que la forme du sens, de ce que l'on comprend, va être, si ce n'est exactement la même, en tout cas très fortement équivalente. Et c'est sur cette base-là qu'on a défini, on a fait un rapport entre le signifiant, c'est ce que l'on perçoit, et le signifié, ce que l'on comprend. Et la sémiologie, c'est l'étude du rapport entre les deux. Et cette étude, ce rapport, il est conditionné, parfois condamné, il est conditionné par les schémas qu'on a évoqués, que j'ai évoqués auparavant. Alors, il y a beaucoup d'approches pour essayer de comprendre quels sont les procès de sémiosis, hein, de construction de sens. Pour ma part, l'apport que moi je fais, et celle que j'essaie de partager avec vous, c'est la modélisation de Hall et Traeger, que j'ai évoqué tout à l'heure. La modélisation de Hall et Traeger, eh bien, ça prend pour base les 10 systèmes de communication primaire que j'ai évoqués tout à l'heure, on va rapidement les revoir ensuite, et puis une première distinction qui est la compréhension de l'organisation de tout selon un dispositif de notre série schéma, ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus, selon 3 approches, technique, formelle, informelle, je vais revenir là-dessus aussi, et selon 3 types de schémas, le schéma de sélection, le schéma d'ordre et d'harmonie. Voilà. Ça, c'est la modélisation de Hall et Traeger. C'est ce que je vous demanderai de maîtriser à l'issue de ce séminaire. Vous voyez, cette diapo-là, elle est importante. Vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pouvez, comme ce PowerPoint est disponible dans votre espace, vous pouvez en extraire cette image et vraiment la mettre devant vous sur votre bureau pendant un certain temps, parce que c'est ce que je vous demande de maîtriser.
Et l'évaluation, elle va porter là-dessus, sur cette maîtrise-là. La modélisation de Holly Traeger, donc, en commençant par les 10 systèmes de communication primaire, eh bien, ce sont 10 systèmes à partir desquels il a pu observer que les humains s'organisaient et construisaient, échangeaient, structuraient leurs rapports. C'est l'interaction, autrement dit la façon dont deux individus et des individus interagissent entre eux, l'association, la façon dont les gens s'organisent pour atteindre un but, la subsistance, comment ils font pour se nourrir, se sauver, au sens de garantir sa santé, la bisexualité, alors c'est la distinction entre le genre et les tâches, qui sont extrêmement culturelles. Toutes les cultures ne décomposent pas de la même façon l'affectation des fonctions à un genre ou à un autre. C'est une dimension extrêmement culturelle, même si, soyons quand même clairs, malheureusement, nous sommes dans des sociétés encore très masculines, où on va dire que les relations de pouvoir, en tout cas explicites, sont affectées aux hommes, et celles d'exécution davantage aux femmes. Bon, c'est un peu dit de façon simpliste, mais c'est pas exactement superposé de la même façon dans toutes les cultures, et c'est ce qu'appelle la fonction de dissociation entre le genre et les fonctions par le terme bisexualité. La territorialité, comment on occupe le territoire, son territoire, oui, son bureau, sa cour de récréation, sa salle de classe, son appartement, sa chambre, son quartier, son supermarché, son centre culturel, son coin de pêche, sa forêt pour chasser ou pour aller se promener, etc. etc. La temporalité, la façon dont on s'organise dans le temps et dont on comprend le temps, la notion de un petit moment de suite, bientôt, n'est pas la même en fonction des cultures. C'est extrêmement dépendant de la façon dont les cultures appréhendent le temps. La connaissance, comment on acquiert la connaissance et comment on met en œuvre un dispositif pour à la fois faire perdurer cette connaissance et l'exploiter. Le jeu, comment on s'expérimente par le jeu, de toute nature et de toutes les façons qu'il soit. La défense, la protection, comment on fait en sorte de s'assurer des zones de paix, de calme et de protection par rapport aux autres. Et l'exploitation, c'est-à-dire comment on exploite tout ce qui nous entoure, le vivant et le non-vivant. Alors, ce que Hall pose, parce que ça c'est plutôt une approche de Hall, qui utilise, même s'il a travaillé avec Traeger, c'est une approche de Hall, de Edward T. Hall. Ces 10 systèmes de communication primaires qui interagissent les uns avec les autres, il les pose pour les humains, mais il a mis en évidence que c'est assez facile de faire la jonction avec le règne du vivant, en fait. Que ce soit pour le végétal ou l'animal, ces questions-là peuvent également se poser, peuvent également être mises en phase. Et alors, l'interaction de l'un avec l'autre, on y reviendra, c'est par exemple comment l'interaction et la défense se mettent en œuvre dans une culture donnée. Comment les individus s'organisent pour s'assurer la défense. Est-ce que c'est plutôt de l'autodéfense? Est-ce que c'est de la défense par quartier? Est-ce que c'est la défense qui est dévolue à une force externe? Est-ce que c'est l'intégralité de la société qui, de manière collective, selon une sorte de dimension collective, assure une sorte de défense? Alors, les anthropologues et les ethnologues, je pense notamment à Louis Dumont, qui a fait un excellent ouvrage que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Idéologie allemande, France, Allemagne et retour. Idéologie allemande, France, Allemagne et retour. Louis Dumont, le sous-titre c'est Homo Equalis 2, montre qu'il y a on peut expliquer ces différences-là. Alors, il n'utilise pas ces termes-là, mais c'est très facile de faire le rapport entre les deux. Par les religions, les différences de religion entre par exemple le catholicisme et le christianisme. Il a fait des comparaisons aussi avec l'hindouisme, etc. Donc il montre qu'en fonction des cultures, eh bien, ces interactions de besoins de communication primaire, ces systèmes de communication primaire, vous voyez, j'ai dit besoin, système, les deux sont liés en fait. C'est à la fois un besoin et c'est un système.
s'organisent de manière extrêmement différente et marquent les cultures. Et de fait, la communication, la façon dont les cultures communiquent leur mode de fonctionnement est très liée à cela. Alors, j'ai évoqué également les composants notes, séries et schémas. Ben, là, c'est pareil, hein, c'est un des effets pour le coup du linguiste Traeger et du structuralisme en linguistique qui a été ensuite appliqué par Hall. Alors, je ne vais pas vous lancer sur un débat sur le structuralisme au sens large, parce qu'il a été très décrié, très discuté, mais aussi très servi. Enfin bon, qu'importe, on n'abordera pas ce débat idéologique-là. On va juste se concentrer sur l'aspect opérationnel et opératoire qu'on peut prendre. Hall montre que, en fait, chaque élément d'une culture peut se décomposer en trois choses, les notes, les séries et les schémas. Vous avez là, ici, une image où on vous montre un amphithéâtre grec, peut-être est-il romain d'ailleurs, non, je pense qu'il est grec, je ne sais plus lequel est-ce. Je dois dire que j'aurais dû mettre plus la ressource, là je n'ai plus le lien, elle est en fin de PowerPoint et je n'ai pas fait le rapport. Bref, je reviens à mon sujet. Quand on perçoit une image, revenons à ça, quand on perçoit une image, eh bien, on perçoit l'ensemble. C'est donc la résultante, la série. Et cette série, celle auquel nous sommes confrontés ici, celle que vous voyez là, eh bien, vous avez, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, tout à fait au début, sur la façon dont votre cerveau va décomposer, comprendre l'image et la décomposer. Il comprend l'image dans son ensemble, de façon consciente et inconsciente, et il va organiser de manière maîtrisée et non maîtrisée la compréhension de ce à quoi vous êtes confronté, donc la série, donc l'image qui est représentée là, donc dans le cas présent l'amphithéâtre, en notes, c'est-à-dire, ou plutôt c'est parce qu'il y a ces notes qu'il va définir que c'est une série. Ces notes, c'est par exemple un plateau, des gradins, un fond, de la verdure. Et ces différentes notes-là, ces 3 ou 4, voire 5 notes, hein, les colonnes, parce que après vous pouvez encore identifier davantage de notes plus précises, un climat aride, une ombre basse, des dalles sur la Seine, des colonnes en fond, un décor qui paraît être effondré, partiellement effondré, etc., vont vous faire considérer que cette série, c'est un amphithéâtre grec partiellement en ruine. Donc cette série, elle est composée de ces différentes notes. Mais ce qui vous permet de faire ce lien, d'abord d'identifier la série et de la constituant ensuite de ces notes, c'est ce qu'on appelle un schéma ou des schémas. Ces schémas, ils sont de 3 ordres, mais surtout de 2 qui sont toujours en fonctionnement, qui sont la sélection et l'ordre. La sélection, ça veut dire qu'est-ce qui va ensemble. Vous voyez, là, vous avez ce que j'ai évoqué, des pierres, des gradins, des colonnes, une place en demi-cercle plane, un décor externe, etc. Donc ces notes-là sont, parce qu'elles sont là, elles sont sélectionnées. Et donc la sélection, l'organisation, ou plutôt, non, pas l'organisation, mais le fait de la présence de ces notes-là en même temps font que ça va donner un sens, ça va délivrer un sens. Mais ce schéma de sélection, le plus souvent, n'est pas suffisant. Il faut aussi un ordre. Et le schéma d'ordre, vous voyez, c'est les gradins, ils sont en fond, la salle, elle est en bas, le fond, pour le coup, le fond du théâtre est de manière verticale sur le fond de l'image. Donc, ces schémas qui organisent les notes pour aboutir à une série sont à la fois une articulation de notes et de séries. Mais il y a encore un autre schéma qu'on appelle le schéma d'harmonie, qui est une sorte de schéma, qui est celui qui considère que c'est dans l'air de la culture ou pas. Autrement dit, c'est ce que souvent c'est les artistes qui cristallisent ce schéma d'harmonie. Ça veut dire ce qui rend, par l'air du temps, par des rappels à ce qui se passe à un moment ou à un autre, qui le cristallisent et qui vont le rendre caractéristique de la culture. Donc, ces 3 types de schémas sélection, ordre et harmonie, mais je vais y revenir bientôt, presque tout de suite après, font que ces notes, elles vont
s'organiser pour aboutir à une série. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on commence rarement par la prise en considération d'une note. On prend plutôt en considération la série dans son ensemble. Et la série ensuite, hein, c'est un phénomène du cerveau que j'ai évoqué tout à fait au début, et que vous pouvez approfondir en regardant le fameux site Le cerveau de McGill, que votre cerveau il va articuler les deux, hein, à la fois le global et le particulier. Des séries, vous voyez, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez une série d'un amphithéâtre qui est plus ou moins en déshérence, un théâtre antique qui a été un peu rénové, et là, vous voyez, un amphithéâtre de la Sorbonne ou d'ailleurs, ou de votre université, ou d'un centre de formation dans lequel vous êtes affecté ou duquel vous êtes proche, qui ressemble à la même chose. Donc, vous aboutissez à des séries qui est par exemple à un amphithéâtre. Mais évidemment, il n'y a pas exactement tout à fait la même note. Donc, vous avez une série qui va être en quelque sorte un prototype, parce qu'il y aura un certain nombre de séries présentes, mais qui seront avec des notes qui peuvent diverger, qui font donc que vous n'aurez pas exactement la même série, mais une famille de séries. Mais il est tout à fait indubitable que culturellement, vous allez identifier ceci comme étant une série. Quelle va être la nature à la fois de ces notes, de ces séries et de ces schémas? Et c'est, me semble-t-il, là vraiment, encore une fois, le grand intérêt de Hall, parce qu'il a mis en évidence ces considérations après, plutôt bien avant, pour une part après les travaux des psychologues sur le fonctionnement du cerveau, mais bien avant les neurosciences, qui ont confirmé un bon nombre de choses, où en gros, il a proposé une décomposition de ces aspects, que ce soit les systèmes de communication primaire ou que ce soit les notes, séries, schémas, en trois natures: la nature technique, formelle et informelle. La nature formelle, eh bien, en gros, c'est ce que vous percevez comme étant une évidence à un moment donné, parce que c'est très caractéristique d'une culture. Vous voyez, ça porte les indices qui sont portés par ce qui est représenté lorsqu'on parle d'image, est fortement lié au prototype que j'ai évoqué auparavant. Donc, en général, le formel est toujours prégnant. Il est toujours très fortement culturel, hein, comme presque tout d'ailleurs, mais c'est ce à quoi on a accès immédiatement. Ce formel, il est l'essence même du fonctionnement d'une culture. Il ne va pas jusqu'à s'ériger en loi, mais parfois il bascule du côté de la loi. Il bascule, et là, de ce fait, on passe dans la dimension technique. Par exemple, hein, l'exemple même d'un système de communication technique, c'est le code de la route. Le code de la route, tout est techniquement extrêmement formalisé. Mais c'est pas parce que c'est techniquement très très défini qu'il n'y a que des choses très très définies. Dans notre comportement courant, eh bien, on n'est pas toujours en train de fonctionner en regardant les panneaux. Les panneaux sont là pour nous rappeler, nous donner des indications, mais sont là pour n'être que des rappels et parfois des indications qu'on ne pourrait pas avoir autrement, mais qui ne conditionnent pas complètement notre mode de fonctionnement. Quand on roule sur la route, par exemple, formellement, il y a des choses dont on sait qu'elles fonctionnent de cette façon. Il faut regarder devant, forcément, hein, on ne conduit pas les yeux fermés, bon, d'accord, on tient le volant, voilà, hein, tout ce qu'on va apprendre dans le code par le code de la route, et pour lequel on va passer un examen pour vérifier que techniquement on sait le faire, mais ensuite, ce technique s'estompe et ne reste plus que la dimension formelle. Mais le technique, néanmoins, existe derrière. Il y a une loi, il y a des principes formels, techniques qui existent, même s'ils sont dans le domaine du formel. Alors, vous voyez, le langage courant mélange technique et formel. C'est pour ça que parfois je me reprends, c'est un peu compliqué. Technique, en gros, c'est ce qui est érigé par des textes, des lois, des définitions extrêmement claires et formelles. Hein, structuré, je vais dire structuré plutôt que formel. Par exemple, dans le dictionnaire, c'est extrêmement structuré. C'est l'empire de la technique, un dictionnaire. Est-ce que quelqu'un a encore un dictionnaire? Ça, c'est une autre question. C'est une bonne question, oui.
Et qui regarde encore le dictionnaire? Moi, de temps en temps, on a tellement l'habitude de regarder sur Internet. Mais bon, il y a des bouquins, ça s'appelle des dictionnaires, il y avait des mots, et les mots, ça avait des définitions, c'est-à-dire ce qu'une culture accepte comme étant la signification d'un mot, et ça, c'est vraiment la base technique de compréhension linguistique des choses. Et puis, il y a le fonctionnement formel, ce qu'on a l'habitude de comprendre quand on s'exprime et quand on s'exprime avec les autres. L'informel, c'est ce qui est porté en plus par le formel. C'est-à-dire qu'il y a, c'est l'empire de ce qu'on appelle la connotation. Vous voyez, si je mets un t-shirt ou si je mets une chemise, si je mets mes lunettes ou je ne mets pas mes lunettes, je ne vais pas connoter, je ne vais pas signifier de la même façon ce que je suis en train d'exprimer. Là, je les mets parce que j'en ai besoin. L'informel, c'est tout ce qui est parfaitement compris et accepté par une culture, mais que nos cerveaux n'ont pas directement identifié comme étant quelque chose de conventionnel. C'est quelque chose qu'il est difficile de mettre en évidence. Technique, ce qui est fortement régi par des règles, des définitions, des lois, etc. Formel, c'est la façon dont on fonctionne. En général, c'est pas en général, exclusivement les sociétés fonctionnent dans le formel et ensuite, quand il y a besoin, elles évoluent, elles figent des actions ou des définitions dans la loi, dans les textes, dans des structurations plus précises, donc de manière technique, mais on vit quasiment que tout le temps dans le formel. Et l'informel, c'est la signification pas tout à fait maîtrisée, c'est la signification qui s'échappe, non pas en rupture, hein, mais en difficulté à expliquer pourquoi on fait les choses. Et ça, on l'apprend assez tôt, très très tôt, c'est ce qu'on apprend à faire dans le schéma enculturant que j'ai évoqué tout à l'heure. Et on a des modes et on a des relations à ça qui sont différentes en fonction de qui nous sommes, évidemment, et de quel métier on a. Le matin, quand vous vous levez, vous vous habillez, vous n'allez pas regarder dans le manuel de savoir-vivre s'il faut que vous vous habillez, avec quoi il faut que vous vous habillez. Vous habillez, c'est formel, voilà. Que vous mettiez un pull rouge, une chemise blanche avec des petits filets marron et vert, vous ne les voyez peut-être pas, marron et vert, bah, ça c'est de l'informel. Sauf si vous êtes policier ou gendarme, et là, formellement, vous n'avez pas le choix, parce que techniquement, on vous impose d'aller au boulot avec un uniforme, eh bien, vous allez mettre du rouge, du vert, du bleu, de manière informelle, en disant oui, je prends ça parce que ça me plaît. Mais pourquoi ça vous plaît? Parce qu'il y a une intention de séduction, ou de confort, qui n'est pas directement liée par un code, hein, donc une dimension technique, qui ensuite se vit dans la vie courante. Elle est extrêmement sous-jacente aux choses qu'on fait. Il y a des pays, il y a des cultures où l'informel est très contrôlé. C'est-à-dire que, on appelle ça des sociétés rigoristes, si on veut, mais surtout du processus, dans le sens où chaque chose est très définie. Les sociétés, on va dire, primaires, les choses sont très codées, en gros, hein. On essaie de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'informel possible pour tout un tas de raisons que je n'aborderai pas. Mais donc, pour garder l'idée qu'il y a donc 3 niveaux, le technique, le formel et l'informel. Par exemple, vous voyez, là, je vous mets un schéma technique d'un amphithéâtre, plus exactement d'une salle de concert. Il y a un besoin technique de repérer quelle zone pour définir à la fois la vision que vous aurez de la scène et donc des prix qui seront appliqués. Et donc, eh bien, vous avez là une formalisation très technique, avec une image très technique, qui définit avec des codes, des positionnements qui seront structurellement structurés, parce qu'ils vont avoir une conséquence
en termes de positionnement, en termes de prix, en termes de tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, en plus de ça, il y a des pictogrammes pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est clair, hein, on ne va pas se mettre en zone 22, qui va être là. Si on est en mobilité réduite, il y a des choses qui sont structurellement, techniquement extrêmement posées. Là, vous voyez, dans le formel-informel, on est là dans un amphithéâtre, où là, évidemment, c'était à l'époque où il n'y avait pas de mesures de santé et de distanciation sociale, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a pas de masque, et puis les gens sont très proches les uns des autres. Justement, on sait très bien que, on voit bien que le public qui se met là, les étudiants ou le public qui va écouter, parce qu'on voit bien, on repère, il y a les notes nécessaires au repérage qu'il s'agit d'un amphithéâtre d'université, il y a une statue, il y a des gradins en bois, il y a des personnes qui ont des livres ou des cahiers qui sont ouverts sur leurs genoux, on voit de jeunes personnes qui prennent des notes, etc., etc. Donc toutes ces notes-là nous permettent de signifier hein, qu'on est formellement qu'on est dans un espace universitaire. Sur le plan de l'informel, comme c'est un peu, vous voyez, tous les regards ne sont pas orientés au même endroit, il y a des gens debout, etc. Informellement, on se dit, bah, c'est pas commencé, ou alors c'est le bordel. Enfin, pardon, c'est la désorganisation. Hein, vous voyez, c'est pas bien structuré, c'est pas un moment où l'enseignant ou l'orateur s'exprime, on s'exprime comme ça. Donc votre cerveau va le comprendre et va donner une signification, on va dire, de nature informelle à partir de ça, parce qu'il aura repéré, il aura pris des points d'appui ici ou là, des notes qui vont lui permettre de préciser sur le plan informel. Mais si je vous avais posé la question de qu'est-ce que c'est, vous avez dit ouais, c'est un amphithéâtre d'université. Bon, mais par derrière, tous les indices qui viennent compléter cette série basculent dans un sens informel qui vient préciser le cadre d'usage. Alors j'ai évoqué tout à l'heure la qualité des schémas, hein, sélection, ordre et harmonie. Je vais y revenir sur la sélection, le schéma de sélection, hein, pour revenir à partir d'un exemple en linguistique, par exemple. On va considérer, et ça c'est une évolution de la systématisation, de la distinction entre ce qu'on appelait le signifiant et le signifié qu'on voit à Saussure, en distinguant deux choses, le plan de l'expression, c'est-à-dire ce que l'on perçoit, et le plan du contenu, c'est-à-dire ce que l'on comprend, que l'on doit à un linguiste qui s'appelait Hjelmslev. Et ce que vous voyez ici, j'ai repris ces trois petites icônes, l'élément du plan du contenu, c'est-à-dire le petit... le premier icône qui tourne sur lui-même, l'autre un qui tourne sur l'axe horizontal, l'autre sur l'axe vertical ou celui qui est statique. Donc, il y a donc trois formes du plan de l'expression qui sont différentes, mais pour un seul sens, un seul et même sens du plan du contenu, qui est sourire, amusement. Et donc, le schéma de sélection, c'est le schéma qui va articuler la manifestation que vous percevez et la compréhension pour les associer dans ce qu'on va appeler le signe. Et ce processus, c'est votre culture, c'est la communication dans votre culture qui fait que vous allez faire ce lien entre les deux par un procédé, par un process que vous ne maîtrisez pas toujours, hein, qui est votre fond culturel de communication avec les autres. Et donc là, c'est donc ce schéma de sélection qui vous permet de faire ce lien entre ce que vous percevez et ce que vous comprenez pour aboutir à un signe. Là, ce processus se construit sur la base de ce qu'on appelle un principe d'illusion référentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il y a deux axes. L'axe de l'iconicité, c'est-à-dire la proximité avec la représentation, et puis avec l'objet représenté, et l'axe de l'abstraction. Autrement dit, c'est jamais l'illusion référentielle, c'est jamais l'un ou l'autre,
C'est jamais soit très proche de ou très éloigné d'une chose ou de l'autre, c'est les deux. J'ai repris des exemples, donc un amphithéâtre, hein, un théâtre, je pense que celui-là, ça doit être Avignon, si je dis pas de bêtises. Et donc, on voit les différentes notes, des morceaux de gradin, et donc cette photo, cette image est tellement proche de votre expérience de choses de genre, de photos que vous avez déjà vues, peut-être même du lieu que vous avez vu vous-même ou de lieux qui sont semblables à celui-là, pour vous dire que du point de vue de l'iconicité, on est extrêmement proche. Et donc, l'illusion référentielle va vous faire affecter un sens technique entre la représentation que vous voyez et le sens véhiculé. Mais il y a en même temps un axe d'abstraction. Je vous ai mis une autre représentation ici, où vous avez une vue topographique, où vous avez là c'est pas un amphithéâtre, c'est un théâtre circulaire hein, qui utilise, et vous le voyez ici, vous voyez si vous avez fait un petit peu de géologie, si vous vous en souvenez encore, plus les stries sont rapprochées, plus ça veut dire qu'on est pentu. Et là, on comprend qu'on est dans un théâtre, on va dire naturel, en tout cas avec des pentes naturelles qui représentent un espace. Donc là, vous voyez, on est très éloigné du point de vue de l'axe de l'iconicité, mais on a quand même suffisamment d'indices, on a quand même suffisamment de notes, le rapprochement, des références à des compétences que vous n'avez donc pas tous, et dont vous n'avez pas forcément toujours le souvenir. Hein, si vous n'avez plus le souvenir de la topographie et des cours de géologie, vous n'avez plus forcément ce que veulent dire ces lignes dans une carte. Donc cet axe de l'iconicité formelle par rapport à une carte, elle peut être forte, mais elle peut être également extrêmement abstraite, parce que dans la réalité des choses, vous ne le voyez pas, c'est une structuration technique. Il faut donc accepter qu'on va représenter la convention et qu'on la maîtrise. Et puis vous avez cette dernière image, où là vous avez quelques notes, hein, des alcôves, une diva qu'on discerne ici. Alors vous la voyez peut-être un peu de loin, mais en regardant le PowerPoint sur votre écran, vous la verrez mieux. Une scène, des éclairages, etc. On est là dans une scène de représentation théâtrale, mais là, avec donc quelques axes sur l'axe de l'iconicité qui sont forts, qui permettent donc de l'accrochage extrêmement fort, et puis d'autres, au contraire, par le jeu des couleurs, le jeu des superpositions, qui font appel, sur le plan de l'abstraction, à une projection, à votre capacité de vous projeter dans la production de sens en proximité, qui va mobiliser donc vos compétences abstractives pour que votre mécanisme d'illusion référentielle entre l'axe de l'iconicité et l'axe de l'abstraction vous fasse dire que parce qu'il y a ces notes, parce qu'il y a cette organisation, parce qu'il y a la composition des choses, font que ben voilà, c'est un amphithéâtre, c'est une série semblable, même si elle n'est pas complètement, ces trois exemples, ces trois éléments d'une série ne sont pas exactement superposés les uns sur les autres. Ils participent d'une même famille, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. Maintenant, le schéma d'ordre, je l'ai évoqué, je le reprends dans le détail maintenant. Vous le voyez par exemple dans les modes d'emploi. Hein. Chez un célèbre marchand de meubles, alors je ne sais pas si vous le connaissez, qui commence par I et qui termine par A, et qui n'a pas beaucoup de lettres, vous avez, qui est le champion du schéma d'ordre, hein, puisque il vous dit d'abord il y a un schéma de sélection. Il vous dit par exemple il y a telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Donc ça c'est une liste, sélection. Et puis après il vous dit étape 1 vous faites cela, étape 2 vous faites cela, étape 3 vous faites cela, etc. Hein, donc comme ici vous voyez, ça distingue 1, 2, 3. Ça vous dit 1 percer le conduit, 2 boucher l'orifice, 3 l'orifice, etc., etc. Ça vous donne des indications structurées et ordonnées. Et les cultures n'ordonnent pas toujours de la même façon. Alors, le plus simple, hein, c'est la façon dont on conduit. Soit on conduit à gauche, soit on conduit à droite. Hein. On pourrait conduire à gauche ou à droite, et plus difficilement au milieu, parce que si on conduit au milieu en allant dans un sens ou dans un autre, ça va mal se finir.
Mais donc, pour pouvoir être sur une même voie et se partager, ben, les cultures, elles disent vous roulez à gauche ou vous roulez à droite, vous tenez à gauche ou vous tenez à droite. Hein. Ça participe d'un schéma d'ordre. C'est une convention culturelle. C'est vraiment un choix qui peut être motivé par plein de choses, mais en tout cas, dans un fonctionnement courant après la société, ça se passe de cette façon. Alors, dans une image, et là c'est ce que je vais vous demander de maîtriser un petit peu, c'est que il y a ce qu'on appelle les signes conducteurs d'énonciation. Les signes conducteurs d'énonciation, ce sont les signes qui, dans votre cerveau, vous dites, qu'est-ce que je vois? Vous vous souvenez la première image qu'on avait vue, où l'œil, il cherche des points d'appui. C'est pas parce qu'il cherche des points d'appui qu'après, il l'organise forcément de cette façon. Il cherche des points d'appui et après, il les organise. Votre cerveau l'organise. Mais il va l'organiser à partir de ce qu'on appelle des signes conducteurs d'énonciation, qui sont fortement culturels, qui sont à la fois issus de compétences techniques, formelles, informelles, et de sélection et d'ordre, où vous avez donc une compréhension plastique, vous voyez, où vous avez le sombre, le clair, le rouge, le bleu, donc des signes de conducteurs d'énonciation qui font que vous allez organiser la construction du sens à partir de structures, d'opposition ou de, de, de juxtaposition. Vous avez des signes de conducteurs d'énonciation logiques. Si vous faites un dessin avec un verre qui est en suspension comme ça, votre expérience d'humain, c'est que, même si vous ne voyez qu'il est, ce verre n'est qu'ici, c'est que vous allez, et que c'est une image arrêtée, vous allez pouvoir dire que ce verre tombe. Mais en fait, quand vous voyez cette image, hein, et ben vous ne voyez pas que le verre il tombe, c'est que le verre il est en suspension. Donc il y a des signes conducteurs d'énonciation logiques qui sont dus aux compétences de votre cerveau de pouvoir faire des raisonnements, des signes conducteurs d'énonciation idéologiques, autrement dit liés à un système d'idées-valeurs, et toutes les sociétés ont des systèmes d'idées-valeurs, des signes conducteurs d'énonciation historique, en repérant si je mets un chapeau, si j'en ai pas, le style de la chemise, qui sont très datés, etc. Des signes conducteurs d'énonciation aussi qui sont en lien avec l'esthétique dominante. Hein. Vous l'avez souvent de façon régulière dans les télévisions, où on va utiliser plutôt une couleur, plutôt une autre, plutôt des contrastes forts ou au contraire des contrastes faibles, des couleurs pastel, des couleurs à opposition violente, etc., qui font que cela constitue pendant un temps des esthétiques dominantes. Ça veut dire qu'à peu près toutes les chaînes de télévision s'y mettent ensemble, utilisent ces codes, ou bien la presse également. Donc vous avez ces signes conducteurs d'énonciation qui vont être extrêmement dépendants de ces organisations culturelles. Donc ça va être ce qui va permettre d'organiser en ordre la construction du sens. Par exemple, la perception culturelle d'une image, elle se fait selon, en gros, 3 plans. Alors, l'image que vous voyez là, elle est un peu... C'est pas forcément le cas, puisque vous avez un premier plan, c'est moi, et puis vous avez un second plan. Mais en fait, il y en a plus, parce qu'il y a un premier plan, et puis un plan en incrustation, et puis un insert. Hein. Donc vous avez, en fait, un ordre à 3. Mais une image, les images les plus fréquentes, celles qui culturellement ont été construites, c'est un premier plan, vous l'avez ici, et là, vous voyez un homme debout, les bras sur les hanches, qui regarde. Et on va dire qu'il a un certain âge, hein, il y a un certain nombre d'indices, il y a un certain nombre de notes qui vont pouvoir préciser les choses. Hein, donc là, c'est de la sélection. Il a plus de cheveux, donc c'est pas un nouveau-né. Quoi qu'il y ait un nouveau-né, il n'a peut-être pas plus de cheveux. Mon exemple n'est peut-être pas bon. Enfin bon, bref, on voit qu'il a un certain âge parce qu'il n'a pas tous ses cheveux. Sa corpulence montre que c'est plutôt un homme, parce qu'il a plutôt une corpulence, de par le mécanisme d'illusion référentielle, on l'affecte plutôt à un homme. On voit qu'il y a une ombre qui est portée, et donc on va se dire que c'est plutôt une journée ensoleillée, voilà, on va dire des choses de ce type. Et puis ses habits, vous voyez, il n'est pas habillé
en habit d'apparat ou de roi, on va dire que c'est un ouvrier ou un employé ou une personne, ou un retraité en tout cas, une personne, on va dire, d'extraction normale, modeste. Hein. C'est pas une rockstar ou un général ou un militaire. Si on fait apparaître le deuxième plan, vous voyez, donc là vous avez le premier plan et le deuxième plan, eh bien on voit là aussi dans ce deuxième plan qu'il y a un autre homme avec une canne à pêche, de l'eau, et donc votre cerveau va construire ces sens-là, et un troisième plan, donc un ciel bleu, un village au loin, une berge, on voit bien l'étang, on voit bien la canne à pêche, donc vous avez le premier, le deuxième, le troisième plan, et vous allez construire, cette image va construire un sens à partir de cela. Donc le signe conducteur d'énonciation, ça va être le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Et donc cette image va former ce qu'on appelle un texte photographique, dont le premier, on va dire sous-texte, sera porté par le conducteur d'énonciation, premier plan, un homme debout, les bras sur les hanches, d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, en regard d'un autre. Le deuxième plan, conducteur d'énonciation, un homme d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années pêche au bord d'un étang. Pourquoi je dis un étang? Parce que c'est le troisième plan qui dit, de l'autre côté de l'étendue d'eau, il y a un pré avec un village au loin. Et donc ça permet de dire qu'on n'est pas on n'est pas à la mer, on n'est pas dans une rivière, c'est quand même relativement étendu, donc vraisemblablement c'est un étang. Donc votre cerveau va construire des sens et va donner une signification à ce texte. Alors, l'harmonie, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ça permet d'évoquer la place de la rhétorique, qui est l'art locutoire, l'art de s'exprimer, l'art de se bien faire comprendre. Je l'ai dit au démarrage de ce cours, hein, la rhétorique, elle a des origines grecques. Je ne vais pas toutes vous les décliner, mais c'est facile à trouver. Et on va considérer en gros que ce qu'il faut retenir de la rhétorique, c'est qu'il y a 4 parties dans la rhétorique. Et vous allez voir qu'on peut l'appliquer très fortement aux médias. Les 4 parties de la rhétorique, en gros, c'est l'invention. L'invention, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous voulez vous exprimer, bien, vous construisez les éléments que vous voulez mobiliser. Et comment vous allez mobiliser. Par exemple, là, j'ai fait mon cours, j'ai mon PowerPoint, j'ai organisé. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire passer ce que je voudrais qu'il maîtrise? Quelles sont la façon dont je vais présenter les choses, hein, la A, la B, la C, etc. Et ça, c'est ce qu'on a appelé, c'est la deuxième partie, ce qu'on appelle la disposition, c'est-à-dire l'organisation du discours. L'action, c'est la performance, hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Et l'élocution, on va dire, c'est la façon dont je le fais. Vous voyez, donc je parle, je fais des gestes, c'est pas très agréable parce que vous qui me voyez en caméra, vous voyez des fois un bout de doigt et autres, mais mon élocution, c'est, vous avez en incrustation derrière des paysages ou autres, et puis de temps en temps, vous avez donc les diapositives. Hein. Donc, ces 4 parties de la rhétorique sont toujours valides quand on mobilise et qu'on utilise des médias, et ça, il faut le comprendre. Si ça vous intéresse, vous pouvez un peu prolonger ces discours. C'est l'étude des discours sur la rhétorique. Et donc, justement, les discours rhétoriques, on a montré qu'ils s'organisaient selon une structuration quasiment toujours respectée. Alors parfois, il y a des élisions, c'est-à-dire qu'on supprime des parties, hein, on les sous-tend, on utilise pour ça votre compétence culturelle à remplacer ce qui manque, en distinguant donc ce qu'on appelle l'exorde, c'est l'entrée en matière. Hein, regardez le début du film, comment je suis rentré en matière, je vous ai parlé de la communication en images, etc. C'est comment je vais poser les choses. La narration, c'est ce que je vous raconte, hein, c'est ce que j'ai évoqué auparavant, les histoires, ce que je vous raconte, la façon dont je vous le raconte. La confirmation, c'est quand je vous dis 2 fois, par exemple, la même chose en utilisant des mises en forme différentes, où je cherche des exemples différents. Et la digression, c'est quand je parle d'autre chose, par exemple. Hein,
lors de notre conversation que je fais tout seul, mais j'espère que vous discutez avec moi par écran interposé. Vous voyez, ça, par exemple, ça, c'est une digression. C'est pas en rapport avec mon sujet, mais c'est pour essayer de... La fonction, c'est de vous retenir, de vous capter. Hein. On fait des digressions pour, non pas pour voir si vous suivez, mais pour, au contraire, réattirer votre cerveau dans l'emprise du discours qui est en train de se faire. Et la péroraison, c'est la fin du discours, c'est ce vers quoi on engage le public à la fin d'un discours. Ben, ma péroraison, vous la verrez à la fin, il reste encore un petit peu de temps, quelques minutes avant d'y arriver. À la fois cette organisation de la signification et la façon dont celle-ci s'organise sont donc, j'ai essayé de vous le dire hein, de manière confirmatoire plusieurs fois, se réalisent dans un continuum qui va de la perception, la façon dont mes yeux, mon cerveau perçoivent les influx visuels notamment, mais ça serait la même chose pour le son, etc. On va dire la même chose pour le son, hein, les films et autres, et l'articulation de ce qui va ensemble, vous le verrez dans le cours. On parlera à ce moment-là de relations intersémiotiques et intertextuelles. Donc, la relation d'organisation de la construction du sens se fait de la perception jusqu'à l'activation des schémas de signification qui vont être très dépendants des cultures, de vos cultures. Évidemment par les langues, parce que vous savez que les langues ne découpent pas le réel, en tout cas ce à quoi on est confronté de manière équivalente. Hein. Il y a beaucoup de mots pour décrire la neige quand on est au Groenland, il n'y en a qu'un quand on est au Maghreb ou en Afrique, et je ne suis même pas sûr qu'il soit bien maîtrisé ce mot-là, parce que c'est rare de voir de la neige. Donc les schémas communicants d'une culture sont à la fois le porteur de la culture, c'est-à-dire nos expériences, la façon dont on s'organise, nous permettent de nous comprendre et d'agir en compréhension dans les mécanismes de compréhension de tout ça. La culture fonctionnelle et la culture idéologique, ce que j'ai évoqué tout à fait au début, la culture fonctionnelle, c'est tous les modes d'emploi, en gros, de la vie courante, qui nous permettent de construire les systèmes de sens qu'on va investir dans notamment la compréhension des images. Et la culture idéologique, autrement dit, ce qu'on va considérer qui est bien et ce qui n'est pas bien. On ne représente pas une croix, on ne représente pas des images, on ne montre pas n'importe quelles images, on ne se représente pas dans n'importe quelle position, on ne fait pas de grimace à la caméra. Enfin, il y a des choses qui, culturellement, idéologiquement, déterminent ce qui est sérieux, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, de fait, une dépendance extrêmement forte à la culture, parce qu'on a pu montrer aussi que finalement, à force de, par exemple, pour les cultures, hein, pour les couleurs, pardon, où on ne découpe pas les couleurs exactement de la même façon dans toutes les cultures, eh bien, on va pas percevoir, alors que c'est la même radiation colorimétrique, pour quel que soit l'humain, on va pas structurer de la même façon le découpage, la distinction entre le bleu et le vert, le vert et le jaune, et puis le violet, le rouge, etc., etc. Comme on ne va pas le faire exactement de la même façon dans la même culture et qu'on ne va pas nous apprendre ça de la même façon, eh bien on ne va pas percevoir les choses de la même façon. Ça va être dépendant de nos cultures, de nos expériences, puisque nos expériences et la façon dont nos cultures les structurent vont nous permettre de construire les sens qui vont autour. Si je reviens un peu à la Grèce antique, à Platon, vous connaissez tous le mythe de la caverne et c'est pour ça notamment qu'il se méfiait des images, hein, parce qu'il se disait, vous voyez, à partir d'une image, on peut faire 1000 interprétations. Et en revoyant cette image, que vous reprendrez dans le PowerPoint pour la voir mieux, donc là c'est une représentation qui a été faite du mythe de la caverne, on voit bien que finalement, on peut interpréter, on peut reprendre et illustrer ce que disait Platon sur la façon dont les prisonniers s'imaginent que ce qu'ils voient est une chose ou l'autre. Et ça va donc dépendre de leur culture, de leurs expériences, et donc de leurs craintes, de leur situation dans la société, de leur vision du monde, de leur acceptation du monde tel qu'il est, dans lequel ils vivent, tel qu'il est ou tel qu'ils le voudraient. Et cette approche-là, vous voyez, elle est extrêmement ancienne.
Vous avez ici, vous les trouverez dans le PowerPoint, les ressources que j'ai mobilisées pour ce cours. Bon, c'était un petit peu long. C'est un condensé. Voilà, c'est ce que je vous demande de maîtriser. Dans le cours, vous voyez, c'est détaillé. C'est pas fortement détaillé de sorte que vous deveniez des experts sémiologues, mais quand même, il faut maîtriser ces bases. Il faut que vous maîtrisiez la façon dont les choses vont se passer. La culture, c'est ce qui nous permet de communiquer, et ce qui nous permet de communiquer, c'est culturel. Les deux sont intimement liés. Lorsque l'on travaille avec des technologies, on utilise des éléments visuels qui sont donc toujours porteurs de la relation qu'on a avec la culture. Et le plus souvent, nous ne sommes que les interprètes, hein, les actualisateurs d'une approche culturelle, par la mode, par la facilité, ou souvent, quand on commence à faire des choses, on fait un peu comme ce qu'on a vu ailleurs, hein, notamment. Le process d'imitation, c'est le premier procédé d'apprentissage. Hein. C'est pas pour rien, et notre cerveau est configuré pour ça. Donc, la culture, elle est là pour être structurante et pour être construite et pour construire les individus. C'est fondateur de la façon dont le sens se produit, c'est fondateur de la façon dont vous allez et vous devez être en maîtrise de ces procédés lorsque vous êtes en situation de créer des images, aussi des sons, hein, mais créer des images notamment qui ont un pouvoir extrêmement fort, et pour pouvoir vous inscrire dans une relation d'enseignement que vous devez maîtriser. Parce que, et ça il faut l'accepter, ou pas, mais c'est mon point de vue, c'est qu'il faut l'accepter, c'est que quand on est enseignant, on est là pour manipuler. Manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire faire, vous voyez? Ça ne veut pas dire faire penser quelque chose qu'un individu ne veut pas et le faire contre sa volonté. Manipuler, ça veut dire faire faire quelque chose. C'est pas facile de manipuler les gens, de leur faire faire quelque chose. Il faut qu'ils acceptent de le faire. Pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils aient une relative confiance. Et donc ça, c'est aussi des schémas culturels. Confère ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la Sainte Trinité. Dans certaines cultures, l'autorité est tellement forte qu'on n'a pas le choix. Plus la culture elle devient chaude, pour reprendre l'appellation entre distinction chaud et froid, plus on essaie de desserrer les taux d'autorité et de faire adhérer à un projet commun. Vous voyez, c'est les dictatures, les démocraties. C'est moins simple que ça, parce qu'il y a d'autres moyens de faire adhérer, entre guillemets, librement, par des systèmes qui font que on va poser des systèmes de communication tellement dominants que penser différemment, ça va être difficile. Bref, les systèmes de pensée, les systèmes de construction de savoir sont dépendants de la culture. Je vous ai donné des clés, je vous demande de les maîtriser. Je pense qu'elles vous seront utiles. J'espère qu'elles vous seront utiles. Maintenant, il y a un ensemble de cours et un ensemble d'activités à travailler, à découvrir. Bon courage. Est-ce que c'est mon exorde ?